Est-ce que ChatGPT peut te faire un bon programme d'entraînement? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Je lui ai demandé 4 programmes pour 4 objectifs différents. Je vais les analyser dans le détail. Je vais te dire clairement ce que j'en pense et ensuite tu pourras te faire ton propre avis. Pour commencer, je lui ai demandé, j'aimerais que tu me crées un programme de musculation avec 3 séances par semaine pour un pratiquant intermédiaire. Donc pratiquant intermédiaire, je dirais ça simplifie un petit peu la création du programme. On va dire que la personne sait à peu près tout faire, mais elle n'a pas non plus un niveau élite. Donc elle n'a pas besoin d'un programme élite. Donc c'est un peu, on va dire, une condition qui est censée simplifier un peu la création du programme. Mon objectif, c'est de construire du muscle de manière équilibrée. J'ai mis équilibré juste pour dire je voudrais un programme complet, voilà, sur l'ensemble du corps. Donc, ChatGPT me propose un programme full body structuré sur 3 séances par semaine. Donc full body, pour moi, ça a du sens. Quand on a 3 séances par semaine, on peut, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire absolument tous les muscles à chaque séance, mais ça veut dire qu'on ne s'interdit pas de mettre les jambes, des mouvements de poussée, des mouvements de tirage dans la même séance. Et on peut imaginer, par exemple, souvent ce qui se fait, c'est lundi, mercredi, vendredi. Comme ça, on a 48 heures de récupération avant chaque nouvelle séance, au minimum 48 heures. Conçu pour un niveau intermédiaire, construction musculaire équilibrée. On a une structure de programme, donc 3 séances semaine, voilà, lundi, mercredi, vendredi. Full body, dominantes différentes à chaque séance. Donc c'est pas mal en effet en général de mettre sur chaque séance potentiellement des exercices. En général en début de séance on met les exercices les plus importants et de mettre potentiellement des dominantes sur la première partie de la séance qui soient différentes à chaque séance. Donc par exemple on peut avoir un focus sur le squat sur une séance, un focus sur les tractions sur une autre séance, je dis n'importe quoi, mais voilà, c'est le genre de choses qui peut se faire. Méthodologie focus sur la progression en charge, donc bon, sur charge progressive, enfin, bon, c'est un peu classique en gros. 4 à 5 exercices par séance, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est bien. On veut souvent trop en faire. À l'époque, moi aussi, je mettais des séances à rallonge et souvent, c'est plutôt contre-productif. On peut avoir des séances avec plus que 5 exercices par séance, mais pourquoi pas? Pourquoi pas 4 à 5 exercices par séance, ça peut très bien faire une séance efficace si elle est bien conçue. 3 à 4 séries de 8 à 12 reps, entre parenthèses, zone hypertrophie. Donc là, le premier point avec lequel je ne suis pas vraiment d'accord, c'est important parce que je sais que c'est encore répandu quand même cette croyance entre guillemets. Les études, elles ont montré, il y a beaucoup d'études qui l'ont montré, qu'on peut avoir une hypertrophie similaire avec des reps, un intervalle de répétition plus faible que 8 reps. Donc, ça dépendait des études. Je vais dire à peu près pour simplifier, je crois que c'était 4 à 5 reps. Même hypertrophie potentielle que si on va sur des séries de 15, 20, même plus. Je crois que ça allait jusqu'à 25, 30 répétitions à condition d'être suffisamment proche de l'échec. Donc, la zone des 8 à 12 reps pour faire de la masse, la zone des 12 à 15 ou 15 à 20 pour faire du volume et du 1 à 5 reps pour faire de la force. Enfin, tout ça, c'est un peu plus nuancé que ce qu'on pense. Et surtout, la zone hypertrophie est beaucoup plus large. En termes de force, on est d'accord que c'est toujours plus optimal de prendre des charges lourdes et de travailler avec un intervalle de reps assez bas. Si on fait des séries de 20-25, on va aussi travailler beaucoup plus son endurance en effet et on va très peu développer sa force, sauf quelqu'un de débutant, sauf voilà, ça va dépendre de plusieurs conditions, mais ça sera beaucoup moins optimal pour développer sa force. Plus on va avoir des charges légères à des séries longues, moins on va entraîner la force. Par contre, l'hypertrophie, elle est beaucoup plus diffuse, je dirais. La zone est beaucoup plus large que ce qu'on a tendance à penser. Et ici, du coup, écrire 8 à 12 reps entre parenthèses zone hypertrophie, pour moi, c'est au minimum trop vulgarisé ou limitant et voire même plutôt faux. Ça ne veut pas dire que 8 à 12 reps, ce n'est pas une bonne fourchette. Parce que c'est une fourchette un peu intermédiaire. On ne va pas mettre des charges trop lourdes. Enfin, on va pouvoir mettre relativement lourd quand même, mais on ne va pas mettre des charges vraiment, vraiment lourdes. Donc ça va permettre de limiter quand même le risque de blessure, puisqu'ici l'objectif, il est de travailler plutôt sur de la masse musculaire. On n'a pas demandé de faire de la force spécifiquement. On ne veut pas aller non plus sur des séries super longues parce que c'est pas forcément facile de faire ces entraînements à 15-20 reps.
Ça brûle, mentalement c'est dur d'aller vraiment chercher proche de l'échec ou d'aller chercher des séries assez efficaces avec des séries longues. Donc ça reste une bonne fourchette. Maintenant, l'explication est très discutable. Voilà, et c'est important de souligner ce point-là, de dire que c'est la zone hypertrophie optimale. Ça, c'est plus forcément vrai. Ensuite, récupération 60 à 90 secondes, c'est pareil. Ça ne veut pas dire que ça va pas marcher, mais 90 secondes, 1 minute 30 pour des gros exercices, si on veut vraiment pouvoir mettre une intensité maximum, ça a été montré que c'est pas forcément le plus pertinent de faire des récupérations trop courtes. Je sais qu'en muscu, surtout vraiment en bodybuilding, en tout cas en muscu à point de vue esthétique, à objectif esthétique, pardon, on a ces habitudes-là d'avoir des récupérations assez courtes, mais il faut savoir que ce n'est pas forcément la chose la plus pertinente. Ça peut être intéressant des fois d'avoir des récupérations courtes. On va potentiellement condenser un peu sa séance, mais on va aussi limiter le nombre de reps qu'on est capable de faire sur une série. Donc je trouve ça dommage de se limiter à 60-90 secondes de récup, surtout sur les exos les plus importants de la séance au début, donc du back squat, du développé couché à la barre, qui est sur la séance A. Si on veut pouvoir progresser, mettre de la charge et faire des séries vraiment où on va pouvoir mettre un max d'intention et avoir récupéré autant que possible à la fin de chaque série pour la série suivante, 1 minute 30, en principe, ça ne sera pas suffisant. Donc on va sacrifier quelques reps sur chacune de ces séries. En principe, c'est ce qui risque de se passer. Donc voilà, ces deux points-là, par contre, pour moi, c'est un peu problématique. En tout cas, c'est limitant. Voilà, c'est dommage de, de s'imposer ça, alors qu'on peut voir un peu plus large. Et pour moi, ça sera plus rentable. Donc, on analyse directement la séance A, full body, dominante quad et poussée horizontale. Donc, il y a du back squat, série de 8 à 10 reps, 4 séries de 8 à 10 reps, accent avec des notes, accent sur l'amplitude et le tempo. Ok, développé couché barre, 4 fois 8 à 10 reps, serré ou classique selon le ressenti, donc il laisse de la liberté. Ensuite, des fentes marchées aux haltères, donc 3 fois 10 par côté en alternant les jambes. Rowing halter ou barre, tirer les coudes vers les hanches, bon, il y a quelques indications à chaque fois, 4 fois 10 reps. Et gainage planche plus bras alternés. Donc, bon, là, je pense voir la variante que ChatGPT veut dire. Encore une fois, c'est très général, très généraliste. Il n'y a pas trop d'indications, mais après, je lui ai demandé sur un autre programme, je lui ai demandé un petit peu plus de précision. Pour l'instant, voilà, c'est des exercices assez simples. La séance A, elle est correcte en soi. C'est des basiques, efficaces. Le nombre de séries et de répétitions, pour moi, il est pertinent. On n'en a pas trop. On a des exos qui sont polyarticulaires. On a du travail de gainage. Donc, c'est intéressant d'intégrer ça aussi. Ce n'est pas forcément le plus efficace pour la prise de masse, mais c'est toujours bien de faire du gainage pour un travail plutôt pour être équilibré, faire plutôt de la prévention, en effet, plutôt pour limiter les blessures. Par contre, c'est pas ça qui va être le plus efficace pour venir faire grossir ou créer de l'hypertrophie au niveau des abdos. Après, développer couché à la barre, hein, ça peut très bien marcher. Il y en a qui vont préférer aux haltères qui sont plus à l'aise. Ça va dépendre de plusieurs choses. C'est une grande question, mais en tout cas, back squat, développé couché, fente, rowing, bon, c'est des classiques efficaces qui vont marcher pour la plupart des gens. Sur ce genre d'intervalle de reps, pareil, 8 à 10 reps. Voilà. Moi, je ne mettrais pas forcément du 8 à 10 reps sur chaque série, mais bon, ça peut marcher hein, pour quelqu'un d'intermédiaire, même potentiellement quelqu'un d'avancé. Mais voilà. En tout cas, la séance n'est pas mauvaise en soi. Séance B, full body, dominante post-chain et tirage. Donc là, on a du soulevé de terre, jambes tendues. Donc en effet, c'est marqué concentrez-vous sur les ischios. Il y a du sens. Jambes tendues, ça va augmenter l'étirement des ischios et du coup l'impact sur les ischios par rapport aux fessiers. Ça ne veut pas dire que les fessiers ne vont pas être utilisés, hein. Soulevé de terre, c'est pas marqué à quoi il faut le faire. Donc ça peut être à la barre, aux haltères. Mais en tout cas, le soulevé de terre va solliciter beaucoup de muscles, mais quand on le fait jambes tendues, on implique un peu plus les ischios. Donc intéressant quand même, en effet, de recruter les ischios parce qu'ils peuvent être régulièrement oubliés dans les exercices, dans les séances, dans les programmes en général. Traction pronation, pardon.
Ajouter du lest si trop facile, ça c'est pareil, ça a du sens. On reste sur une fourchette de reps, mais par contre quand on progresse, on ajoute du lest. Bon là, il faut être capable de faire déjà 8 à 10 reps, 4 séries, où c'est marqué tirage vertical. Donc en soi, on peut aussi en effet faire du tirage vertical, qui est assez proche des tractions, sur comment ça va solliciter au niveau musculaire. Hip thrust, ok. Donc en effet, chaîne poste avec le soulevé de terre, voilà, gros travail fessier. Contraction max en haut. Développé militaire, barre ou halter, 3 fois 8 à 10 reps. Rester stable et gainé, ok. Et ab wheel, donc l'exercice avec la roulette aux abdominaux, 3 fois 8 à 12. Gainage dynamique très efficace. Bon, il y a des notes qui sont plus ou moins pertinentes que d'autres. Pareil, ici, la séance en soi, elle est correcte. Elle peut très bien faire l'affaire, selon moi. Il y a chaîne poste, en effet, il y a du tirage. Moi, j'aime bien comment c'est conçu. On n'a pas un programme full split dos biceps avec 5 exercices de tirage. Il y a moyen que le dos soit quand même assez fatigué entre le soulevé de terre. Ouais, quoique, non, en vrai, ça peut aller. Soulevé de terre, moi, ça me fatigue beaucoup le dos. Donc, les tractions, je ne serais peut-être pas à 100% pour faire des tractions après un soulevé de terre si je mets assez lourd. Mais ça va dépendre comment on le fait. Là-dessus, c'est très individuel. En tout cas, le programme, la séance peut fonctionner. Pareil, pour moi, elle a du sens. Beaucoup de polyarticulaire, mais sur 3 séances en full body, bon, le polyarticulaire a du sens. On n'est pas obligé d'aller vers de l'isolation, sauf si on a des endroits qu'on a du mal à développer. Là, ça peut avoir du sens. Mais encore une fois, là, j'ai demandé quelque chose de très générique, donc c'est un peu normal que j'ai quelque chose de très générique aussi qui sorte. Ensuite, séance C, full body dominante mixte et accessoire. Donc accessoires, ils entendent travail accessoire, exercice accessoire. Donc d'abord du front squat ou goblet squat, avec un accent sur le contrôle et la posture. Bon, en effet, sur le front squat et le goblet squat, il y a un gros travail de posture, de technique. Il faut toujours vraiment. C'est un exercice on peut très vite dégrader la technique, ou même on peut avoir beaucoup de mal à le faire si on manque de mobilité et les premières fois. Donc le goblet squat est beaucoup plus accessible, donc c'est bien que ça propose le goblet squat à la place. 4 séries de 10 reps, on est toujours sur le même, pour moi, la même limitation euh, que je trouve dommage, voilà. Mais encore une fois, ça peut fonctionner théoriquement. Il n'y a pas de raison pour lesquelles on ne pourrait pas progresser avec que des 8 à 12 reps sur toutes ces séances. Ça a quand même du sens, c'est juste moi, c'est pas ma façon de faire. C'est pas optimal en termes de force, mais vu qu'ici j'ai demandé un travail de prise de muscle, de prise de masse musculaire, eh ben, pourquoi pas. En tout cas, on peut difficilement le reprocher. Développer incliné aux haltères, 3 séries de 10 reps. Bon recrutement haut des pectoraux. Donc là, c'est une note. Des fois, c'est une note sur à quoi sert l'exo. Des fois, c'est une note sur comment il faut faire l'exo. Euh, Pareil, ça a du sens. En effet, si aux haltères, développer incliné, on sollicite les pectoraux un peu sur un angle différent. Rowing unilatéral. Ok, rowing unilatéral, j'imagine que. Je ne sais pas si c'est du buste penché, si c'est du tirage. Ouais, c'est marqué à la poulie, donc ça peut être un tirage horizontal. Bon, de toute façon, rowing, en principe, c'est plutôt tirage horizontal. Halter poulie, donc j'imagine que c'est soit la machine sur la poulie, soit avec halter en tirage un peu bûcheron, 3 fois 10 par côté, focus sur l'amplitude. C'est vrai que. Encore une fois, il faut être capable de l'interpréter. Donc, quelqu'un qui est intermédiaire, focus sur l'amplitude, il faut savoir ce que ça veut dire. Donc après, voilà, on peut demander plus d'informations. Je l'ai fait ensuite et ça marche plutôt bien et donne plus d'éléments. Donc voilà, si on demande quelque chose de très simple et qu'on ne va pas chercher plus loin, on va avoir quelque chose où il faut être capable d'interpréter ce que ça veut dire. Donc, et je pense que justement, les gens qui vont demander à ChatGPT, c'est plutôt des gens qui manquent de connaissances potentiellement pour créer leur programme. Et donc, il ne faut pas hésiter, à mon avis, à demander du détail. Sinon, on peut se retrouver à interpréter mal ce qui est proposé. Et c'est encore pire. Je pense que déjà, il faut que le programme soit bon. Pour l'instant, le programme n'est pas mauvais en soi. Il peut fonctionner. Mais après, il faut aussi réussir à bien le réaliser, bien l'interpréter. Donc les notes, elles sont très light. Les exos, c'est pareil. C'est très light aussi. Il y a des choix, il y a des choses qu'on va devoir choisir par nous-mêmes. Donc il faut demander, je pense, à qui choisissent à notre place ou alors qui donnent plus d'explications. Focus sur l'amplitude, sur les tirages, c'est intéressant parce que souvent, c'est vrai qu'il
Il y a des gens qui ont du mal à laisser partir un peu l'épaule, par exemple, c'est un détail. On peut étirer plus le grand dorsal en laissant une plus grande amplitude sur les tirages et ça va être intéressant pour la croissance musculaire. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément quand on est débutant parce qu'on pense à garder le dos droit, mais au contraire, sur les tirages, on peut laisser un petit peu partir l'épaule, ça va étirer plus. Et je pense que focus sur l'amplitude, c'est peut-être quelque chose comme ça, c'est que des fois, sur les tirages, les gens qui débutent, surtout, ont à gagner, à mon avis, en amplitude sur les tirages, parce qu'il faut apprendre à relâcher un petit peu et rétracter ses omoplates. Et ça, c'est quelque chose qui demande déjà du contrôle, et il faut savoir aussi qu'on peut le faire. Bon, bref, voilà. En tout cas, pourquoi pas sur le rowing, encore une fois, c'est des classiques, tout ça, classique et efficace. Élévation latérale, aux haltères ou à la poulie, c'est pas écrit. Léger en tension constante, pourquoi pas. 3 fois 12-15 reps. Là, en effet, il est sorti de l'intervalle du 12 reps, ce qui a du sens, en effet, sur les élévations latérales. Je trouve que c'est un exo qui est plus pertinent avec des charges légères et séries assez longues, pour pas trop dégrader le mouvement, pour pouvoir le faire proprement. En tension constante, bon, pourquoi pas. Faut voir ce que ça veut dire exactement, mais pourquoi pas garder en effet de la tension. Avec une poulie, on aura plus facilement une tension constante. Avec un halter, en bas, on va perdre la tension. Crunch, ensuite lesté ou câble crunch. Là, par exemple, on est sur un exo beaucoup plus pertinent d'un point de vue de l'hypertrophie au niveau des abdos, même si la plupart des gens ne veulent pas avoir des abdos énormes. Si on veut les rendre plus tracés, les rendre plus dessinés, etc., il faut quand même développer un peu au niveau musculaire avant bien sûr de sécher. Il y a aussi l'alimentation qui va jouer en compte, qui va entrer en compte, pardon, qui va jouer. Les crunchs, par contre, avec une poulie, donc on vient se recroqueviller vers l'avant, et ben ça, c'est un exercice très pertinent pour le développement des abdos et l'hypertrophie à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que le gainage, encore une fois, n'est pas bien. Le gainage est très intéressant, c'est très important aussi de savoir avoir un gainage solide pour faire de l'anti-déformation, pour résister à la déformation dans tous les angles, toutes les orientations du corps, que le corps sache rester gainé même quand on a des forces qui nous tirent, quand on est sur un tirage d'un côté, une poussée d'un côté, etc. Il faut que le corps soit capable de rester rigide. Donc ça, c'est bien pour une question de durer dans le temps, d'être solide, d'avoir un corps qui soit résistant à différentes contraintes. En musculation, voilà, on pense beaucoup à développer les muscles d'un point de vue esthétique ou d'un point de vue force, mais on a tendance à oublier quand même tous les muscles à côté qui sont sollicités, mais qui ne sont pas forcément directement développés suffisamment, ou en tout cas proportionnellement à tous les muscles principaux. Donc les rotateurs de la coiffe des rotateurs, etc. Il y a beaucoup de muscles qui sont oubliés, ou en tout cas qui sont souvent en retard, parce qu'ils ne sont pas assez sollicités par rapport à tous les autres, et donc ça peut amener des blessures. Voilà. Donc, en soi, les séances, elles sont pas déconnantes. Franchement, pour moi, ça a du sens. Il y a des choses, voilà, les récupérations, 60 secondes à 90 secondes, ça, je dirais, c'est peut-être le truc qui m'embête le plus parce qu'on peut clairement se limiter l'intensité de ces séances avec ça. Pour les exos de fin de séance, je dirais que c'est bien. Pour les exos de début de séance, moi, je dirais qu'on peut aller à 2 minutes, 3 minutes pour mettre plus d'intensité, plus de répétitions sur chaque série, avoir des séries qui soient encore plus efficaces, encore plus intenses. Progression et variation, augmente les charges toutes les 1 à 2 semaines si tu valides toutes les reps. Ok, en effet, c'est un peu l'idée en général qu'on veut essayer de faire. Tu peux cycler toutes les 4 à 6 semaines, donc changer un exercice par variante, modifier le tempo, donc le temps où on va descendre, le temps où on va monter ou on va rester aussi en isométrie des fois, ou l'amplitude. Ça c'est pareil, en effet, pourquoi pas changer un exercice par variante. Enfin, quand on commence à stagner notamment, on n'est pas obligé de changer tout le temps par principe, mais on peut commencer à changer, au moins déjà quand on stagne un peu, ou quand on se lasse vraiment. Enfin, il y a plusieurs raisons, je ne vais pas développer ici, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles on voudrait changer. 4 à 6 semaines, ça peut avoir du sens hein, de changer. Modifier le tempo, en effet aussi, pourquoi pas. Même si c'est dur de savoir quel tempo il faut mettre, on peut travailler avec des tempos. Et l'amplitude, en général, de manière générale, on veut quand même plutôt essayer d'avoir une belle amplitude sur les exercices. Mais par contre, au fur et à mesure, quand on gagne de la mobilité, de la force, on va peut-être pouvoir augmenter l'amplitude sur certains exercices, notamment par exemple sur le squat. Mais bien sûr, il faut être très progressif sur ce genre de choses.
Mais l'amplitude, après, c'est plus difficile, je trouve, à mettre en place. À part augmenter son amplitude, ce qu'on voudra en général faire, je trouve, pour avoir un exercice, un corps qui soit sain aussi, et puis être capable de réaliser les exercices dans une grande amplitude et limiter aussi les risques de blessure. Mais il y a certains cas où on voudrait aussi travailler dans des amplitudes particulières, par exemple en position étirée, faire plusieurs répétitions, mais c'est des techniques un petit peu plus avancées selon moi. Garde un carnet ou une application pour loguer tes performances. Ça, c'est super important aussi, avoir un journal. On n'est pas obligé d'écrire en détail toutes les séries de tous les exos, même si c'est plutôt bien de le faire, mais c'est au moins important selon moi d'avoir un suivi de ces charges sur au moins les exos principaux, au moins une série sur les exos, peut-être même les plus petits exos de fin de séance, parce que sinon à chaque fois on repart sur des charges, on fait à la mémoire, et la plupart du temps on est biaisé et on peut se tromper là-dessus. Et donc ça peut affecter directement la progression. Quand on sait ce qu'on a fait exactement en termes de reps, en termes de charges, on n'est pas biaisé, on a juste à lire, on ne peut pas se tromper. Et du coup, on compare avec la réalité. Vraiment, on sait exactement si on a progressé sur une ou deux reps, et ben c'est écrit. Parce que sinon, on peut se dire, ah, j'ai l'impression que j'ai pas progressé, etc. Alors que gagner deux reps avec la même charge, ça peut être une très belle progression. Si on fait ça quelques semaines après. Donc, ça permet déjà de savoir si on progresse. Et quand on progresse pas, ça permet aussi de savoir, du coup, qu'il faut changer quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça permet aussi de vérifier quand on progresse pas, ce qui peut arriver malheureusement. Donc pour conclure sur ce programme, moi je le trouve euh, assez simple et efficace parce que voilà, pour avoir quelque chose de simple, des fois ça demande une certaine complexité, une certaine connaissance et compétence pour que au final quelque chose ait l'air simple. Après, ça peut aussi être simple et nul et pas pertinent. Ici, c'est pas forcément le cas. Moi, je trouve que le programme il est assez efficace. Ça peut clairement marcher. Quelqu'un qui fait ça, un niveau débutant, intermédiaire. Débutant, ce qui va m'inquiéter, c'est plutôt les exercices. Il y a des exos qui demandent une certaine maîtrise, back squat, soulevé de terre, enfin en fait la plupart des exos, ok, ils demandent une certaine maîtrise. Donc si vous n'avez pas d'accompagnement, s'il n'y a personne pour vous expliquer les exercices, comme d'hab, il y a un risque, ok. On peut se faire mal, beaucoup de gens sont passés par là, moi-même aussi, j'ai fait pendant plusieurs années tout seul, ça peut être un risque. Là, j'ai mis un niveau intermédiaire, donc ça couvre un petit peu ça. On va dire que la personne a fait globalement faire à peu près tous les exercices. Donc, on a un programme qui a du sens par rapport à ce que je vais demander, mais il y aura beaucoup de limites. Beaucoup d'interprétations possibles, aucune individualisation, puisque j'ai posé aussi, encore une fois, j'ai mis très peu de conditions, j'ai mis quelque chose de généraliste. Mais si moi je devais réaliser un programme comme ça, j'irais poser beaucoup plus de questions. Je verrais aussi en fonction de ce que la personne aime faire, le matériel qu'elle a à dispo, si elle a des douleurs ou des limitations, donc très important aussi d'individualiser. S'il y a des exos qu'elle ne sait pas faire ou qu'elle a beaucoup de mal à faire, back squat, etc. C'est des exos qui sont quand même très techniques. En tout cas, quand on les a jamais fait, il y a une phase d'apprentissage. Si une personne a du mal à prendre par exemple dans les bras et qu'on lui donne un programme comme ça, donc biceps, triceps, peut-être que la personne elle va continuer à prendre tout dans le dos, tout dans les pecs ou les épaules, et elle va galérer à faire grossir ses bras parce que là il n'y a que du polyarticulaire, il n'y a pas d'isolation par exemple spécifique au bras. Donc en même temps on n'a que 3 séances full body, donc ça a du sens encore une fois d'avoir fait ça, mais évidemment il faut mettre les bonnes infos. Ça sera la même chose avec un coaching, il faut donner les bonnes infos, mais la différence c'est que le coach, il va vous poser les questions. Il va vous dire qu'est-ce qu'il faut que vous lui apportiez comme information, il va individualiser, et puis en fonction de l'évolution, etc., on va faire des ajustements. Donc ça va être ça, mais je pense que ChatGPT peut faire pas mal de choses à ce niveau-là. Par contre, il faut lui poser les bonnes questions, il faut lui donner les bonnes infos. En tout cas, le programme comme ça, il a du sens, à part, comme ce que j'avais dit au début, les temps de récupération qui sont en moi sont trop faibles, ceux qui sont indiqués. Ensuite, programme pour la perte de poids. Je sais que c'est aussi un objectif qui est extrêmement demandé. Donc, peux-tu me construire un programme d'entraînement de 3 séances par semaine pour perdre du poids? J'ai accès à une salle de musculation. Donc, encore une fois, j'ai fait une demande très générique qui va correspondre à beaucoup de gens. Euh, donc, il me propose un programme de 3 séances par semaine orienté pour la perte de poids à faire en salle. L'objectif ici est de stimuler un max de groupes musculaires, augmenter la dépense énergétique et préserver ta masse musculaire, entre parenthèses cruciale en déficit, donc déficit calorique. Donc là déjà, ce qui est indiqué, moi j'aime bien ça, en gros ça me paraît pertinent de dire ça, c'est la réalité,
Stimuler un max de groupes musculaires, en général, ça a du sens en perte de poids. Aussi quand on n'a que 3 séances par semaine. Et parce que ça permet de dépenser aussi plus d'énergie. Plus l'exercice va solliciter de masse musculaire en même temps, plus il va dépenser de l'énergie. En général, en perte de poids, on veut que nos séances dépensent aussi un maximum d'énergie. Donc, ça a du sens pour créer un déficit calorique et aider à perdre du poids. Préserver la masse musculaire, c'est aussi une des raisons principales pour lesquelles on fait de la musculation lors d'une perte de poids. On peut même la développer, la masse musculaire. Ça va dépendre des gens, ça va dépendre du niveau, ça va dépendre du déficit calorique. Mais on peut préserver et développer potentiellement sa masse musculaire en déficit calorique, donc en perte de poids. Donc, ce qui m'indique maintenant, perte de poids, donc entre parenthèses, cut avec maintien du muscle, donc 3 séances full body. Bon, ça encore une fois, ça a du sens comme pour la partie musculation. Durée 45 à 60 minutes max. C'est une durée qui est pertinente pour beaucoup de gens. Tout le monde n'a pas forcément le temps pour faire beaucoup plus que ça. Donc on peut faire des séances efficaces dans ce genre de durée. Full body avec intensité, entre parenthèses superset, circuit, peu de repos. Encore une fois, pour de la perte de poids, pourquoi pas. On n'est pas sur la question de la pure musculation comme on a vu juste avant, hypertrophie. Focus muscu plus cardio léger intégré. Donc séance A, pardon, force plus métabolique jambes haut, donc métabolique on va dire travail cardio endurance. Donc on a ici un bloc 1 avec de travail de force, donc squat et développé couché à la machine, donc 4 x 8 et 4 x 8. Bon, la même chose que tout à l'heure, c'est des classiques, c'est efficace. 1 minute à 1 minute 15 de récup, bah, je dirais quand même la même chose que sur le programme de musculation. Même si on est sur un programme de perte de poids, ça vaut toujours le coup, selon moi, d'optimiser nos séries, d'optimiser notre travail musculaire. Et donc, c'est peut-être dommage de faire des temps de récup aussi courts parce qu'on va limiter l'intensité qu'on va pouvoir mettre dans nos séries. On va perdre quelques répétitions. Si on prend 2 minutes, 2 minutes 30, on pourra potentiellement aller chercher plus loin, avoir peut-être une croissance musculaire plus efficace. En tout cas, sur 4 séries de 8 reps, puisque là on fixe le nombre de séries, on fixe le nombre de reps, on pourra mettre potentiellement plus lourd avec, bon, c'est même sûr, on pourra mettre plus lourd avec 2 minutes, 2 minutes 30 qu'avec 1 minute, 1 minute 15. Et donc si on peut mettre plus lourd avec un même nombre de séries, un même nombre de reps, eh ben, on va potentiellement avoir une plus grosse progression, plus de développement de la force, de la masse musculaire, etc. Donc c'est dommage de s'en priver, même si on est sur une perte de poids. Ensuite, bloc 2, donc superset, on enchaîne les deux exercices avec peu de repos. Donc moi j'aime beaucoup les supersets, je trouve que c'est très intéressant pour optimiser ses séances et son temps de séance, surtout quand c'est bien pensé et quand ça interfère pas trop entre eux. Donc exercice A, des fentes marchées, exercice B, du rowing à la poulie basse. Rowing à la poulie basse, celui-là je le fais jamais, je le programme jamais non plus, mais pourquoi pas? Si on a une machine à rowing ou si on a des haltères ou autres, j'aurais plutôt choisi ce genre d'exercice. Mais bon, ok, bon, pourquoi pas? Encore une fois, il faut savoir comment le réaliser. Là, c'est pas à préciser. Fente marché, ça peut être avec haltère, ça peut être avec barre, mais un peu plus chiant pour la plupart des gens. Plutôt avec haltère en général. 3 fois 10 à 12 reps. Donc les fentes, j'imagine, bon, c'est pas précisé, 10 à 12 reps, donc la moitié par jambe. Et puis rowing, poulie basse. Bon, 3 fois 10, 12 reps, on ne sait pas si c'est un bras, deux bras. Bon, en soi, dans le principe, pourquoi pas, c'est juste qu'encore une fois, il faut interpréter, il n'y a pas le détail, donc il faut aller soit le demander, soit il faut interpréter, il faut être sûr qu'on ne fait pas n'importe quoi. Bloc 3, finisher cardio, rameur ou assaut bike, 30, donc 30 secondes de travail, 30 secondes de repos, fois 6 rounds. Donc ça, c'est assez intense, il faut savoir, c'est assez dur. Le 30-30, ça peut mettre une cartouche, mais bon, c'est plutôt efficace. Après, pour la perte de poids, c'est relativement court, ça fait 6 minutes de travail. Ou un tapis incliné, 15 minutes à rythme soutenu. En général, moi pour la perte de poids, je mettrais plus du travail un petit peu plus long euh, avec une intensité un peu plus faible, plutôt que des intensités assez hautes. Donc du 30-30, on va quand même être assez haut et on va travailler un petit peu moins longtemps. On va dépenser un peu plus de calories euh, si on a un temps plus long de travail, mais à la fois on va quand même dépenser, on va dire, sur
on va pouvoir prolonger beaucoup plus l'effort si on a une intensité plus faible. Donc ici, bon, c'est un choix, les deux peuvent fonctionner, hein. Quand on va augmenter l'intensité, on va avoir aussi quand même un travail musculaire. On va dépenser plus de calories par temps de travail. Voilà, c'est un choix, les deux peuvent fonctionner, ça a du sens de faire un finisher, même si le cardio euh, mixé avec la musculation, je sais que voilà, c'est un débat, mais c'est pas optimal. Mais après, ici, on n'a pas non plus un travail cardio super long. Donc, l'interférence entre la prise de muscle ici et le travail du cardio à haute intensité, pardon, devrait être relativement faible. C'est pas que s'ils avaient mis 30 ou 45 minutes de cardio un peu hardcore. Donc, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Surtout pour quelqu'un de un peu débutant, ça a normalement très peu d'impact. Ensuite, séance B, full body plus corps. Donc, corps, c'est le travail du gainage, le travail du tronc. Et soulevé de terre, jambes tendues, 3x10, traction assistée ou tirage vertical, 4x10. Bon, un peu la même chose que tout à l'heure. C'est très bien, ça peut marcher. J'ai rien contre ça, encore une fois. Il y a un travail vraiment généraliste en plus sur la partie muscu, ce qui pour moi est très bien, parce qu'il faut savoir choisir les exos les plus euh, rentables quand on n'a que 3 séances dans la semaine et qu'en plus on veut faire du cardio, etc. Ça, c'est le bloc 1. Bloc 2, circuit 3 tours, 30 secondes entre les exos, du kettlebell swing ou hip thrust, du développé militaire aux haltères, du relevé de jambes suspendu ou au sol, et des burpees optionnels, mais en effet, ça brûle pas mal. Bon, pourquoi pas, des circuits aussi de travail qui sont en plus relativement complémentaires. On a un travail de poussée sur le haut du corps, des travails d'extension de hanches avec les swings ou les hip thrusts, du relevé de jambes suspendu ou au sol, donc là plutôt un travail de flexion de hanches, et des burpees assez général comme travail plutôt cardio. Euh, donc c'est un circuit type ce qu'on pourrait avoir en CrossFit, clairement. CrossFit, je sais, cross-training, enfin bref. Je sais qu'en CrossFit, on n'aime pas trop quand on utilise le terme CrossFit, quand c'est pas du CrossFit, mais là, c'est le genre de truc qu'on pourrait avoir clairement en cross-training, en CrossFit. C'est un circuit assez général. Pour moi, c'est pourquoi pas. Pourquoi pas, en effet. En plus, c'est assez stimulant, les gens les aiment bien. Même si, encore une fois, le cardio va monter, donc d'un point de vue purement musculaire, c'est pas optimal. Mais pour un travail dépense énergétique, encore plus pour quelqu'un de débutant ou intermédiaire, ça va travailler quand même. Et on voit bien que voilà, en CrossFit, on a quand même des résultats avec ce genre de méthodologie. Et donc, pourquoi pas? Bloc 3, récup active. Bon, le terme récup active, il est très discutable. Encore une fois, euh, voilà, c'est un autre débat, on ne va pas entrer là-dedans, mais la récup active, voilà, c'est quelque chose. Je pense pas que j'aurais appelé ça comme ça. On fait redescendre le cardio, ok. On va être sur une basse intensité. Donc là, en zone 2, facile, tu peux parler en marchant. Ça, c'est une bonne indication pour la zone 2, en effet. Par contre, voilà, dire que c'est de la récup, bon, je dirais pas ça, tout simplement. C'est juste du cardio à basse intensité. Encore une fois, pour la perte de poids, très intéressant, même pour la santé, même pour des gens en mode performance. La zone 2, c'est de plus en plus mis en avant. Il y a de plus en plus de gens qui en parlent et qui en font. Mais ça prend du temps parce qu'on est à basse intensité. On doit faire ça sur un temps assez long. Mais pour la perte de poids, ça a vraiment du sens aussi. C'est pas trop fatigant et ça rajoute de la dépense énergétique tout en améliorant le cardio, l'endurance. Donc très intéressant. Après, j'ai pas calculé la durée des séances. Voilà, je vais faire confiance à ChatGPT, mais bon, vu ce qu'il met, ça me paraît en effet à peu près cohérent avec la durée qui était indiquée. Séance C, circuit muscu, cardio complet. Ici, on veut transpirer, pardon, format EMOM ou AMRAP, inspiré CrossFit, mais accessible. Donc AMRAP, ça veut dire as many rounds as possible, ça veut dire on fait autant de tours que possible en 20 minutes. Donc concrètement, on a une liste de courses, on a un temps donné, donc ici 20 minutes, et on déroule, ce qui permet de toujours ajuster. On ne peut pas trop se tromper en AMRAP sur l'intensité, puisque en fait, on va ajuster sa cadence, son nombre de répétitions, en fonction de son niveau, de la charge, etc. Donc, à part si vraiment on explose et qu'on ne peut plus bouger, normalement on peut réduire sa cadence ou augmenter sa cadence pour rendre toujours ça difficile. Et donc voilà, le format AMRAP est intéressant. Fait le plus de tours possible de 10 gobelets de squat, 10 pompes sur les genoux si besoin, ok, adaptation possible. 10 rowing TRX ou halter, donc c'est du tirage
horizontales au TRX, ou alors aux haltères aussi, pourquoi pas, en effet, les deux sont intéressants. 10 jumping jack ou montée de genoux, donc je pense qu'il parle de mountain climber. Et 30 secondes de gainage. Bon, encore une fois, un format un peu crossfit, cross-training, très intéressant, c'est pertinent. Bon, c'est un format très court, 20 minutes. Donc voilà, après ils disent tu peux suivre ça d'un petit retour au calme ou 10 minutes de cardio zone 2. Bon voilà, encore une fois, ça va nous faire une séance qui va durer 35-40 minutes selon le temps qu'on met à s'échauffer. Euh, Pourquoi pas? Ça a du sens. On peut prolonger un peu aussi le cardio intensité légère. Comme d'hab, ça va dépendre aussi du temps qu'on a, de à quel point on est capable de passer du temps à la séance. Il y a des gens qui vont vraiment pas avoir de motivation si ça dure trop longtemps, ou alors au contraire qui vont avoir un peu plus de temps, ou alors ça va dépendre de leur semaine, de leur planning et ça va varier. Donc je vois que ce qui est écrit après, ça a du sens. Si tu veux mettre du cardio en plus, 1 à 2 sessions en zone 2 de 30 à 45 minutes, soit du tapis incliné, du vélo, du rameur. Bon, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Si on veut perdre du poids, eh ben, rajouter du travail léger, c'est une très bonne idée. Ça prend pas trop d'énergie, ça va travailler le cœur et ça va dépenser beaucoup plus de calories que de rien faire. Et donc, bah, ça va aider à créer un déficit, à perdre du poids et ça fait vraiment une différence. C'est pour ça que même des bodybuilders, ils peuvent marcher ou faire du cardio très léger parce que ça ne va pas musculairement trop les fatiguer. Par contre, ça va leur permettre de dépenser plus d'énergie. C'est pas forcément pour avoir un meilleur cœur. Bien sûr, je pense qu'il y en a qui le font pour cette raison. Mais s'ils le font plutôt à basse intensité, en général, c'est parce que ça va leur permettre de dépenser de la calorie, de les aider dans leur sèche, sans impacter trop leur prise de muscle, sans impacter trop leur énergie, leur disponibilité entre guillemets musculaire, si on peut dire ça, pour les séances, pour qu'ils puissent quand même faire de la performance. Donc voilà, c'est très intéressant cette indication-là. Alimentation, 80% du résultat, un léger déficit calorique plus assez de protéines. Bon, voilà, le truc des 80%, mettre un pourcentage de qu'est-ce qui fait les résultats entre l'alimentation et l'entraînement, j'ai toujours du mal avec cette notion de pourcentage parce que ça veut rien et ça veut tout et rien dire. Mais en effet, l'alimentation, c'est vrai que pour une perte de poids, bah, on peut perdre du poids avec purement que l'alimentation, en faisant juste des changements à ce niveau-là. Par contre, perdre du poids avec juste l'entraînement, si on fait de la merde en alimentation, bah, on ne pourra pas. Voilà. Donc en tout cas, c'est vraiment l'alimentation qui est très importante, c'est la balance calorique qui est très importante à comprendre là-dessus. Et assez de protéines, c'est très bien que ça soit reprécisé parce que c'est très souvent un point oublié pour beaucoup, beaucoup de gens. Suivi du poids, 1 à 2 pesées par semaine, même condition. Bon, là, c'est un conseil généraliste, ça va vraiment dépendre des gens. Je suis d'accord que c'est une moyenne qui est très intéressante. Mais, encore une fois, il y a l'alimentation, c'est très individuel. Il y a des gens qui ont des problématiques assez spécifiques, tout le monde est très différent là-dessus. Mais c'est une recommandation que je trouve pas déconnante pour la majorité des gens. Et récup, dors bien, ça joue autant que le sport. En effet, pareil, le sommeil, hyper important pour tout, pour la perte de poids énormément d'impact aussi de la perte de poids. Il y a beaucoup d'études qui ont montré des choses très, très, très significatives entre le manque de sommeil et la perte de poids, à quel point ça pouvait l'impacter. Donc, ce programme, il a du sens. En fait, en perte de poids, il y a beaucoup de programmes qui peuvent marcher. Euh, il y a beaucoup de programmes qui peuvent marcher. Ce qui va vraiment faire la diff, c'est d'avoir quelqu'un qui va avoir de la régularité, mais c'est vrai pour beaucoup de choses, hein. Mais on a des programmes assez complets, on a de l'intégration de cardio léger. Là, ce qui va vraiment, moi, le point sur lequel je mettrai beaucoup d'attention pour créer un programme à quelqu'un sur la perte de poids, ça va être le fait qu'elle ait de l'adhésion, qu'elle ait envie de faire son programme, qu'elle le fasse régulièrement, que ça s'intègre dans son planning, qu'elle aime les exos qu'elle fait, qu'elle a des résultats aussi. Sur les résultats, ça va motiver. Donc il y a beaucoup de choses possibles pour la perte de poids. En tout cas, le fait d'avoir mis des exos très généralistes, d'avoir mis un mix de muscu et de cardio, tout ça, pour moi, c'est des choix très bien. Voilà, franchement, je dirais que c'est un programme, voilà, potentiellement que je pourrais faire en fonction de ce que la personne me demande. À part, par exemple, sur le temps de récup, encore une fois, c'est pas trop ma façon de faire des temps de récup aussi courts. Même pour la perte de poids, j'aurais tendance à vouloir optimiser quand même un peu plus euh, les séries de musculation pour qu'on puisse profiter d'une meilleure progression en termes musculaires. Ensuite,
Pourrais-tu me créer un programme d'entraînement pour développer de la force sur l'ensemble du corps? Donc, je peux m'entraîner 4 fois par semaine et j'ai accès à une salle, j'ai un niveau intermédiaire. Encore une fois, c'est assez générique. Je ne l'ai pas ultra challengé là-dessus pour l'instant, mais je le challenge un peu plus après. Donc, voici un programme de développement de la force sur l'ensemble du corps, pensé pour un niveau intermédiaire, voilà, etc. Objectif, donc développer la force, fréquence 4 séances par semaine, structure, upper, lower en split, donc enfin upper, lower, split, donc ça veut dire on fait une répartition, une séance bas du corps, une séance haut du corps, plus variation, intensité et lourdeur, donc plutôt charge, on va dire, hein, c'est lourdeur, pas trop le bon mot. Format 2 séances lourdes, intensité. Donc ça c'est vrai, l'intensité en général, quand on parle d'intensité d'un point de vue programmation de l'entraînement, c'est pour parler de la charge, donc le pourcentage du 1RM, donc le poids qu'on va mettre concrètement. Donc c'est bien, voilà, une séance avec de l'intensité. Et 2 séances, volume slash vitesse, technique, assistance, explosivité. Ça va dépendre de ce qu'il y a dedans. Vitesse, si on est sur un truc de force, ça a un peu de sens, mais ça va dépendre de quelle vitesse. Enfin, ça sort un petit peu du cadre, mais on va voir ce qui est proposé. Rep range, donc range c'est l'intervalle, donc les intervalles de répétition. Force 3 à 6 reps. En effet, sur la force, on va quand même être sur un nombre de reps faible. Volume, assistance 6 à 12 reps. Bon, pourquoi pas, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, encore une fois, je ne vais pas tout repréciser, mais c'est un intervalle de rep qui a du sens. Donc ici, au niveau de la récup, on a quelque chose déjà que je trouve beaucoup plus pertinent, 90 secondes à 3 minutes sur les gros lifts, par rapport à, comme ce que je disais tout à l'heure, là, on va avoir beaucoup plus de temps déjà pour récupérer. ChatGPT, sur moi, il a indiqué ça parce que j'ai clairement dit que je voulais faire de la force, et donc il me laisse plus de temps de récup pour que je puisse optimiser un peu plus chaque série, pour que sur une série, pour un même nombre de reps, je puisse mettre un petit peu plus lourd, ou alors que pour une même charge, je puisse faire un petit peu plus de reps potentiellement. En tout cas, l'idée, c'est d'être le plus frais possible, d'avoir récupéré le mieux possible à chaque série. Et il faut savoir que les gens qui font de la force athlétique, ils vont même régulièrement au-dessus des 3 minutes. Ce n'est pas un maximum 3 minutes. Donc l'idée, c'est d'optimiser chaque série, qu'on soit le plus frais possible et voilà, pour pouvoir vraiment mettre lourd et faire de la qualité. Donc, après, le point, c'est que ça va prendre beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça que souvent, les powerlifters, ils peuvent avoir des séances qui vont durer 3 heures, quoi. Alors qu'au final, ils n'ont pas un volume de séries et de répétitions qui est énorme, relativement, par exemple, à des bodybuilders. Mais les séances durent très longtemps, parce qu'il y a beaucoup aussi de temps de récup, et puis il y a beaucoup de temps de montée en charge, parce qu'ils vont monter sur des charges assez élevées. Donc voilà. Donc c'est déjà bien qu'il ait pris en compte un temps plus élevé. 3 minutes, c'est quand même déjà une belle récup, je trouve, pour les gros lifts, pour la plupart des gens. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à monter un peu sur ces temps de récup. En tout cas, quand on veut faire de la force, c'est vraiment important. Ensuite, 60 à 90 secondes pour les exos accessoires. Bon, je comprends qu'on ne veuille pas faire 3 minutes sur tous les exos, même si on a le droit de faire 3 minutes sur un exo accessoire en fin de séance. C'est juste qu'à un moment, bon, il y a une question de temps de séance aussi. Donc je peux très bien comprendre qu'on ne veuille pas prendre un temps énorme, mais on a le droit de vouloir prendre un peu plus de récup, même sur les séries légères, les séries longues, pour pouvoir intensifier un peu ces séries. On a le droit de prendre plus long, mais c'est vrai que en fin de séance, on a souvent tendance à prendre des temps de récup un peu plus courts. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je mets des supersets pour permettre de récupérer activement, entre guillemets, sur d'autres exercices. Comme ça, on compacte la séance, mais on a quand même un temps de récup sur chaque muscle qui est un peu plus optimisé. Ça permet d'avoir un peu le meilleur des deux mondes. Mais bref, je comprends un peu l'idée, 60 à 90 secondes pour des petits exos. Enfin, petits exos. Accessoires, ce n'est pas forcément un petit exercice. Donc ça va dépendre encore une fois de ce qui est proposé. Je ne vais pas aller plus loin sur la récup, je pense que vous avez compris maintenant. Mais voilà un petit peu mes remarques là-dessus. Répartition hebdomadaire, lundi, mardi, donc lower le lundi, mardi le upper, mercredi off ou cardio léger, pourquoi pas, il a proposé du cardio, bon, voilà, pourquoi pas. Il faut que ce soit du cardio vraiment léger. Si on a le lendemain le jeudi un lower, donc un bas du corps encore, qu'on veut être frais et que notre objectif c'est vraiment la force, il faut faire attention à ne pas trop se cramer pour être frais le lendemain. Et là c'est volume assistance, et vendredi upper body volume assistance, et week-end repos ou optionnel mobilité cardio. Bon, pourquoi pas, encore une fois, ce qui est proposé en complément, ça va dépendre des objectifs. De la mobilité, ça fait toujours du bien d'en faire, mais
même si je sais que ça peut être chiant pour certains. Donc il me propose le lower body du lundi orienté force. Back squat à la barre, 5 fois 3 à 5 reps, progressif, lourd, 2-3 minutes de repos. Soulevé de terre, jambes tendues. Voilà, ischio et fessier, on en a déjà parlé tout à l'heure. 3 fois 6, 8 reps. Fente marché lesté, 3 fois 10, 10. Et gainage avec charge, donc j'imagine qu'il parle de planche avec une charge. Pourquoi pas? On a une séance avec voilà, que 4 exercices. Donc on voit que on a une séance ici qui est voilà, très simple en termes d'exercices. On n'est pas sur des trucs hyper complexes, on est vraiment sur du basique. On monte le nombre de reps au fur et à mesure de la séance. Au début, on est vraiment sur des intervalles de reps courts pour faire du lourd, pour faire vraiment de la force, en tout cas pour faire plus de force. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire d'hypertrophie. Ensuite, on monte un peu au fur et à mesure sur le nombre de reps, donc on va diminuer la charge, parce que c'est dur de faire que du très lourd pour la plupart des gens, voilà, c'est pas forcément pertinent. Et ensuite, sur les fentes, on va encore un peu plus sur un peu plus de reps, on va faire un peu plus du coup de l'hypertrophie, on va être un peu moins dans la force, mais c'est ce qu'on appelle plutôt le travail accessoire. Voilà, donc l'hypertrophie va aussi aider à faire de la force. Plus on a de masse musculaire, plus on a de potentiel de force. Donc pourquoi pas, première séance, je la trouve bien. Il n'y a pas énormément d'exos, mais pourquoi pas. Mardi, upper body force, donc le haut du corps. Développé couché à la barre, donc 5 x 3 à 5, pareil, même chose. Charge progressive, bon, à voir s'il parle de faire une charge progressive dans les 5 séries ou une charge progressive et ensuite on commence à travailler, à compter quand on est à sa charge de travail. Bon, je sais pas, en tout cas, traction lestée ou tirage lourd. 4 fois 5, 6 reps ou avec tempo lent si au poids de corps. Pourquoi pas? Si au poids de corps, je ne vois pas trop l'intérêt de parler du poids de corps ici, parce que, ou si c'est au poids de corps, si on n'a pas le niveau pour faire des tractions lestées, là ok, je peux comprendre éventuellement. Développé militaire avec barre ou halter, 3 fois 6 à 8 reps, stable et strict, bon ok. Et puis farmer walk, travail encore du gainage et du grip. Donc là pareil, on a une progressivité, on a des intervalles de reps, un nombre de reps qui est relativement faible, si on compare à de la muscu, on est en dessous des 10 reps encore. Mais voilà, on a un travail assez complet, de la poussée verticale, de la poussée horizontale, du tirage et du travail de gainage, travail un peu général. Ensuite, jeudi, lower body, donc bas du corps en volume, assistance, front squat pardon, ou hack squat, donc très sympa aussi pour voilà, continuer à développer les jambes sur des séries un peu plus longues que sur le lundi. Ensuite, travail du tronc, ouais, ok, travail du tronc et quadriceps en effet. Soulevé de terre sumo ou trap bar. Donc pareil, variante moins exigeante nerveusement. Hmm, ça va dépendre des charges qu'on va mettre, je dirais. Mais potentiellement, peut-être un peu pour certaines personnes. Hip thrust, ok, très intéressant aussi pour développer les fessiers, voilà, la chaîne postérieure. Et puis des crunchs lestés ou de travail avec la roue, à la ab wheel, a priori c'est comme ça que ça s'appelle. Donc ok, intéressant aussi, pourquoi pas en effet. Encore une fois, du polyarticulaire, du basique, efficace. Pour la plupart des gens, ça peut très bien marcher. Et puis vendredi, donc haut du corps en volume assistance, développé incliné aux haltères, rowing poulie basse ou barre, dips lestés ou triceps à la machine, curl bar ou aux haltères, et puis gainage dynamique, donc mountain climber, bird dog, ok, un peu plus là de la prévention, travail du gainage, plutôt pour avoir quand même un équilibre et encore une fois limiter les blessures, etc. Euh, donc là on a des basiques, on a un petit peu plus d'isolation, on a un petit peu d'isolation à la fin. Euh, Bon, bah voilà, c'est un petit peu la même chose que pour. Ils choisissent un peu les mêmes exercices que sur les deux premiers programmes au final, du classique qui fonctionne, encore une fois individualisé en fonction de la personne. Donc là, j'ai pas donné plus de détails, je ne sais pas s'il est capable d'aller vraiment individualiser, mais a priori, si on lui demande vraiment, bah, on lui donne vraiment plus d'indications. Là, ce qu'il propose, ça peut marcher, mais encore une fois, c'est très générique. Ensuite, ce qu'il nous dit, c'est utilise une progression linéaire sur les exercices principaux, 2,5 kg par semaine sur le bench et le squat. Exemple, c'est un exemple. Il faut préciser parce que ça, c'est
bien sûr, ça va être très dépendant de notre niveau, de notre progression, donc 2,5 kg par semaine. Ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est énorme en réalité. Si on progresse de 1 kg par semaine, ça fait 52 kg par an, donc on comprend bien que c'est pas possible. Donc 2,5 kg par semaine, c'est déjà très bien. En général, on peut le faire au début, mais ça marche que pendant un temps. Garde un logbook ou application pour suivre l'évolution, toujours la même chose. En fin de cycle, 4 à 6 semaines, tu peux décharger une semaine ou tester un rep max. En effet, c'est possible. Ça va dépendre des gens, ça va dépendre de comment tu étais sur ta dernière semaine, si tu étais en forme, si tu as déjà mis très lourd, si tu étais très proche de l'échec. Là, on va pas tous vivre ça de la même façon. Ça dépend comment tu gères un peu ta proximité à l'échec. La force, c'est quelque chose d'assez difficile parce que tout est question de timing. Il y a des semaines où on va être très fort, la semaine d'après, on va pas réussir à refaire la même barre parce qu'il y a la fatigue, il y a un cumul, il y a la notion de, voilà, d'avoir une semaine où on va faire une surcompensation. Enfin voilà, il y a plein de choses. La force, c'est plus complexe que ça peut en avoir l'air quand on ne connaît pas. Donc voilà, on peut faire une semaine de décharge en effet. Ça c'est un grand sujet. En effet, tu peux tester une rep max et battre ton record à la fin d'un cycle de force, en principe. Mais il y a une question de timing, il faut le faire au bon moment. Des fois, tu vas te dire, putain, j'ai régressé à la fin de ce cycle, alors qu'en fait, tu as peut-être progressé, mais juste sur les quelques jours, tu n'as pas testé au bon jour, tu n'as pas eu suffisamment récupéré encore pour être à ton pic de force. Donc voilà, bref. Et enfin, pour finir, j'aimerais un programme de prépa physique pour le MMA avec 3 séances par semaine en parallèle de mes 3 à 4 séances d'entraînement que je réalise à côté. Donc bon, on imagine quelqu'un qui est déter, qui a un gros volume d'entraînement. Voici un programme de prépa physique MMA 3 fois par semaine. L'objectif ici est de maximiser ta force fonctionnelle, ton endurance, ta vitesse et ta mobilité tout en évitant le surmenage. Donc c'est important de le préciser. La gestion de son volume, pour ne pas se blesser, pour progresser aussi, hein, même sans parler que de la blessure, trop d'entraînement, bah, on peut aussi tout simplement régresser. Et le pire qui peut arriver en effet, c'est de se blesser. Et là, en général, voilà, ça va impacter fortement la progression. Donc le surmenage, en gros, on va dire, le surentraînement, c'est pas forcément le bon terme, c'est un terme qui veut dire vraiment qu'on est à un niveau très élevé de surcharge, mais voilà, surcharge d'entraînement, surmenage. En tout cas, c'est bien qu'il le précise. Donc, structure du programme, 3 jours. Donc, jour 1, force plus explosivité. Jour 2, endurance plus conditionnement, cardio. Jour 3, mobilité, prévention des blessures et travail du corps, donc du gainage, du tronc. Jour 1, force explosivité, back squat ou front squat. 4 fois 5 à 6 reps. C'est un bon intervalle, je trouve, pour des gens qui font du MMA, enfin pour de la prépa physique plutôt, pardon, de manière générale, parce qu'on ne parle pas là à des gens qui sont des spécialistes, ce pas des powerlifters, ce pas des gens qui font de la force athlétique. Donc plus on va bas en termes de répétition, plus on va devoir mettre lourd, plus il faut maîtriser le mouvement et il faut être techniquement nickel. Et du coup, quand on fait de la prépa physique, le but de la prépa physique doit surtout servir le sport et on doit limiter au maximum le risque de blessure. Donc 5 à 6 reps, ça reste un nombre de reps adapté pour quand même développer de la force, surtout pour des gens qui ne sont pas élites dans la force athlétique. Donc on peut travailler sa force vraiment bien avec 5 à 6 reps, mais on va limiter quand même les charges. Je trouve que c'est un bon placement de curseur pour de la prépa physique. C'est aussi le genre de choses que je proposerais, ce genre de nombre de reps, ce genre d'intervalle de reps pour développer sa force, développer quand même l'hypertrophie, au final la masse musculaire, avec un peu moins de risque que des séries vraiment très courtes. Deadlift, 4 fois 3 à 5 reps. Donc là, par exemple, il va un peu plus bas. Ça peut, encore une fois, c'est faisable, mais il faudra voir en fonction de l'athlète. 3 reps, ça va être du vraiment lourd. Ça reste, potentiellement intéressant, hein. On va vraiment être dans de la force. On va mettre des charges très élevées, surtout en deadlift, qui est un exercice très exigeant, techniquement, sur lequel il faut être vraiment clean. Donc, c'est possible, ça peut le faire. Ça va dépendre de l'athlète, il faut que techniquement, ça soit nickel. Kettlebell swing, 10 à 12 reps. Donc là, un travail plutôt voilà, de puissance. 4 fois 10, 12 reps. En effet, sur le kettlebell swing, on peut travailler sur des séries assez longues tout en gardant quand même un travail d'explosivité, enfin de puissance. Donc voilà, je trouve que les swings, ça se marie bien avec des séries un peu plus longues.
Développé militaire aux haltères, renfort des épaules pour la frappe, renforcer les épaules, les coudes, la force des épaules et en même temps aussi la masse musculaire à ce niveau-là, sur le haut du corps. Moi, c'est un exo que je mets régulièrement aussi quand je fais des prépas physiques, sport de combat. Saut en hauteur ou box jump, là, un peu plus sur de l'explosivité, en effet, sur la puissance. Euh, je l'aurais mis plutôt, moi, je le mets un peu plus en début de séance. Pas forcément en premier, ça va dépendre. Mais j'aurais quand même plutôt une préférence pour le mettre plus haut dans la séance parce que là, on a déjà fait du back squat ou du front squat, du deadlift, du swing. On va pas forcément être le plus frais pour faire un travail de puissance, alors que c'est un travail où il faut qu'on soit normalement le plus frais possible. C'est le genre de travail comme ça quand on travaille avec un certain niveau de vitesse, quand on travaille sur la puissance, sur des exercices où on doit développer rapidement de la force. Eh ben, il faut qu'on soit frais, on va être loin de l'échec, on veut de la fraîcheur pour pouvoir développer un max de puissance qui va être beaucoup plus intéressant pour ce genre de qualité physique. Donc voilà, je le placerai plutôt dans la séance, mais pourquoi pas en effet d'utiliser ce genre d'exercice, c'est très intéressant. Et puis Farmer's Walk, donc la marche du fermier, travailler où on va marcher avec des haltères ou des kettlebells ou quelque chose de lourd dans les mains, 3 fois 30 mètres, pourquoi pas. Prise de force plus gainage dynamique. En effet, c'est le genre d'exercice aussi très intéressant. Ça va aussi travailler le grip, travailler le gainage, la solidité du tronc, la rigidité du tronc. Donc très intéressant pour les sports de combat et pour plein d'autres sports d'ailleurs en général. Jour 2, endurance plus cardio MMA, entre guillemets, du coup ça veut dire spécifique plutôt MMA. Circuit AMRAP, donc on l'a déjà vu tout à l'heure. Donc on voit, il propose la même chose à peu près que pour quelque chose de proche. Ouais, c'était pas exactement ça, mais ce qui a été proposé pour la perte de poids, mais ça peut aussi fonctionner. On a 10 burpees, 10 kettlebell swing, 10 push-ups, donc des pompes, 10 box jump et 20 secondes de sprint sur piste ou à vélo. Donc on a encore quelque chose un peu typique crossfit ou cross-training. 20 minutes, donc encore une fois, en AMRAP, on peut se réguler, on peut réguler sa cadence. C'est un circuit assez complet, le cœur va monter. Les circuits, c'est intéressant voilà, pour le travail du conditionnement, de l'endurance, du cardio, pour beaucoup de sports. C'est assez ludique. Le choix des exos va être important aussi. Mais voilà, pourquoi pas. Ça va travailler plusieurs qualités en même temps. Ça, a priori, c'est relativement efficace. L'idée, ça va être peut-être de varier les circuits, de mettre des exos qui vont être plutôt pertinents par rapport au sport. Ici, les swing, box jump, etc. Bon, c'est assez généraliste, mais ça peut se rapprocher quand même des efforts qu'on va rencontrer au MMA. Mais ça va quand même être plus pour développer voilà, le cardio, etc. Donc, c'est pas grave si on n'est pas sur du purement spécifique, qu'on ne fait pas exactement les mêmes mouvements qu'il y a dans le sport. Mais on a quand même un recrutement assez global ici. Donc, voilà, il n'y a pas de tirage, mais on a quand même beaucoup de muscles qui sont engagés. Donc, voilà, je trouve ça intéressant le circuit. Ensuite, travail shadowboxing, donc du shadow ou du bag work, donc du travail au sac de frappe. 10 minutes. Bon, là, c'est juste une ligne générique. Il n'y a rien qui est indiqué précisément. Je pense qu'il pourrait nous créer pareil, quelque chose de plus précis et détaillé si on lui demande. Travail technique plus cardio. Bon, 10 minutes, c'est assez court sur le sac pour faire un travail technique plus un travail cardio. Moi, j'aurais tendance à mettre un travail un peu plus long, quelques rounds de travail technique, ensuite quelques rounds de travail cardio. Encore une fois, ça va dépendre de plein de choses, ça va dépendre du temps qu'on a, ça va dépendre des objectifs de l'athlète, de ce qu'il fait déjà dans sa prépa MMA, dans ses cours de MMA. Euh, et ensuite, rameur au vélo, 20 minutes en zone 2 ou 3. Donc voilà, c'est un cardio soutenu, mais relativement gérable quand même. C'est pas trop élevé en termes d'intensité. Encore une fois, c'est intéressant, pourquoi pas. C'est du cardio, de travail un petit peu plus de fond, ce qui fait pas de mal parce que dans les sports de combat, on est très souvent quand même sur de l'intensité assez élevée, on monte très vite, on est souvent dans le dur, donc ça fait du bien de travailler un peu le fond aussi. Ensuite, jour 3, mobilité plus corps plus prévention des blessures. Mobility drill, donc là, hip opener, rotation, étirement. Donc là, il propose un peu quelque chose de générique encore une fois. Après, c'est à nous de choisir. 15 minutes de travail pour garder la souplesse et la mobilité. Bon, là, il nous donne plutôt une structure qu'une vraie séance. C'est ce qu'il fait un peu régulièrement au final, mais des fois, il va plus ou moins dans le détail. Là, il met un peu un fourre-tout et puis on choisit.
Donc là, il faut être autonome. Mais je pense qu'il est capable, encore une fois, de nous sortir euh, une liste plus détaillée si on le veut. Planche dynamique avec levée de bras ou de jambes. Donc gainage fonctionnel, bon ça, voilà, en effet, c'est très intéressant pour plein de sports. Travailler le travail de stabilité du tronc, l'équilibre, etc. En levant un bras et le bras et la jambe, par exemple, opposés en planche. Donc c'est assez challengeant pour les gens qui ne le font pas souvent. Ça demande de l'équilibre, mais voilà, c'est très intéressant de travailler son gainage dans différentes positions avec de l'instabilité, etc. Que ce soit pour le MMA ou pour autre chose, très important. Russian Twist ou câble Wood Chop. Le Wood Chop, je ne sais plus exactement ce que c'est. C'est des rotations du tronc pour moi. Ouais, c'est ça, c'est marqué à droite. Et Russian Twist aussi, très intéressant les rotations. En effet, très très intéressant. Moi, je le mettrais même aussi dans un travail plutôt de puissance. Encore une fois, on n'a que 3 séances. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. Mais voilà, bon, c'est bien de mettre quand même du travail de rotation. Travail encore à la roulette aux abdos, le ab wheel rollout. Donc, travail profond des abdos. Bon, profond, oui, enfin, un gros travail ouais, des abdos. 3 x 12, bon, là, ça va dépendre du niveau de la personne, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'ai tendance à mettre plus souvent des intervalles de répétition. Je trouve que ça permet de s'ajuster un petit peu. Plutôt que se dire il faut absolument que je fasse 12 reps et les dernières vont être dégueulasses, ou alors si j'en avais 13 ou 14, eh ben, je vais en faire que 12. Bon, bref, c'est un autre débat. Pourquoi pas? Rotation du tronc avec medicine ball, donc on a encore de la rotation. Donc pour moi, c'est très bien qu'il y ait beaucoup de rotation dans dans une prépa physique pour des sports de combat notamment. Renforcement dynamique. Donc là, j'imagine que c'est des rotations debout dynamiques. 3 fois 15 reps. Bon, peut-être ça doit être 15 reps par côté, 15 reps au total, je ne sais pas trop. Euh, et puis étirements globaux, spécial MMA, hanche, ischio, thoracique. Bon, étirement spécial MMA, c'est un peu, ça veut tout et rien dire. En fait, en MMA, il va y avoir peut-être des tendances à avoir certains endroits qui sont plus raides que d'autres. On va avoir potentiellement, comme en boxe, les épaules un peu plus enroulées vers l'avant. On va probablement vouloir travailler de l'ouverture. Moi, c'est ce que je fais pour moi personnellement, pour éviter d'avoir les épaules voilà, trop enroulées. Travailler pas mal de renfort et de mobilité en rotation externe d'épaule, donc ouvrir les épaules, voilà, pour éviter justement d'avoir trop de pour limiter le risque de pathologie, de problèmes à cause de ça. Mais voilà, étirements spécial MMA, ça ne veut pas dire grand-chose comme ça tout seul. Donc si on prend ça comme ça, si en plus on n'est pas un expert, même en étant spécialiste ou coach, là voilà, on ne sait pas trop ce qu'on est censé faire, on va interpréter. En gros, ça nous donne juste une structure. Donc après, il faudra demander du détail, il faudra les mettre les bonnes choses dedans. Mais en effet, faire des étirements, pourquoi pas? Hein, ça va un peu dans la mobilité. Je ne sais pas si je mettrais 15 minutes de mobilité au début, 15 minutes d'étirement à la fin. Euh, ouais, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais je ne l'aurais pas forcément structuré comme ça. Ensuite, quelques conseils, surveille la récupération. En plus des entraînements, pense à bien récupérer. Le MMA est déjà intense techniquement. Ce programme vise à compléter sans nuire à tes performances. Donc ça, c'est un point important de toute prépa physique. En effet, bon, la récup, c'est logique, on le sait. Mais la prépa physique, elle ne doit pas venir surcharger, elle doit venir complémenter au juste dosage pour que ça soit bénéfique, mais sans augmenter le risque de blessure. On est censé le diminuer plutôt avec la prépa physique. Adaptation à la fatigue, en cas de fatigue élevée ou de soreness, donc ça c'est courbature en anglais a priori. Ajuste l'intensité du programme, par exemple fais des séances plus légères sur le jour conditionnement. Bon, c'est bien de pouvoir s'autoréguler parce que une semaine n'est jamais identique à une autre. Nutrition et hydratation, assure-toi d'avoir une bonne alimentation pour récupérer protéines et glucides et bois suffisamment pendant tes séances. En effet, bah voilà, on le dit souvent, mais c'est bien de toujours rappeler ça parce qu'on a tendance à le négliger. Ensuite, j'ai été challenger un petit peu plus ChatGPT techniquement en lui demandant du coup plus d'explications sur les séances, sachant que je suis plutôt débutant en musculation. Puis je lui ai aussi ensuite demandé des choses un petit peu plus spécifiques sur des besoins, des douleurs, etc. Donc d'abord, pour lui demander plus de détails, il m'a proposé, il m'a donné du coup des explications sur chaque exercice. Bon, on va faire uniquement les quelques exos du jour 1, mais il m'a aussi proposé une alternative, donc par exemple back squat ou goblet squat. Donc il m'a dit le back squat est un excellent exercice pour travailler les jambes et la chaîne postérieure, donc ça c'est vrai. Et si tu n'as pas encore l'habitude avec les squats lourds, commence avec un goblet squat qui est plus facile à maîtriser. Ça c'est très pertinent je trouve, j'en ai déjà parlé tout à l'heure.
trouve que c'est très bien et c'est exactement le genre de choses que je ferais aussi. Donc, je travaille justement sur un programme de prépa physique boxe que je voudrais sortir dans les semaines qui viennent, donc si tout se passe bien. Et c'est justement le genre de choses que j'ai fait. Donc, les premières sessions, je mets du goblet squat, qui est un super exercice qui peut faire aussi très très bien travailler. On peut aussi se mettre dans le dur avec du goblet squat si on fait bien l'exercice, qu'on met une bonne charge, etc. Mais par contre, il est beaucoup plus accessible pour énormément de gens, beaucoup moins de risques. On a plus facilement aussi tendance à prendre dans les jambes par rapport au back squat où certaines personnes vont avoir du mal à prendre à l'endroit, enfin bref, à prendre dans les jambes. Il y en a qui vont prendre plutôt dans les fessiers, etc. Et il y en a aussi qui vont pas être à l'aise, il y en a qui vont peut-être aussi avoir mal. Voilà, pour différentes raisons, ça peut être pour un problème technique ou autre. En tout cas, goblet squat, très bonne alternative que j'utilise aussi personnellement. Donc je trouve que ça c'est très bien ce qu'il a proposé. Les explications, ouais, elles ont du sens. Il donne des conseils, même si des conseils à l'écrit, je trouve que c'est très dur. Donc de toute façon, selon moi, le problème ici, c'est que si on ne sait pas faire l'exo, ça ne va pas suffire. C'est vrai pour tout, hein, mais si on ne sait pas réaliser les exercices, on ne pourra pas devenir autonome juste avec ChatGPT. En tout cas, pas par rapport à ce que je lui ai demandé, ce qu'il m'a proposé là, et peut-être avec la version actuelle, mais peut-être que ça viendra, peut-être qu'il saura faire des tutos, etc. ensuite. Euh, donc voilà pour cette partie-là, pour le back squat. Deadlift, soulevé de terre, donc bon, il explique aussi, est un mouvement complexe, essentiel pour travailler la force globale, en particulier les ischios, les fessiers, le bas du dos. Commence léger pour maîtriser la forme avant d'ajouter du poids. Bon, bah, c'est pas faux, en soi, ça a du sens. Là, il nous met 4 fois 3 à 5 reps, donc clairement, c'est pas du tout adapté pour commencer léger, mais au moins, il précise qu'il faut commencer léger. Donc, on se protège un peu de. On ne peut pas dire qu'il n'a pas prévenu, donc voilà. Après, encore une fois, il faut interpréter et il faut savoir quand même ensuite faire ce qu'il faut derrière et pas faire n'importe quoi. Conseil, concentre-toi sur le mouvement en chaîne, garde le dos droit. Bon, ça c'est trop complexe pour être un conseil qu'on peut appliquer. Garde le dos droit, ok, pourquoi pas pendant toute l'exécution et pousse avec les jambes, pas avec le dos. Très difficile à appliquer ce genre de conseil. Garde le dos droit, ok, à condition qu'on sache se placer. Donc c'est le genre de choses, quelqu'un qui ne sait pas se placer, on lui dit garde le dos droit. S'il ne sait pas comment est son dos, il faut avoir une perception de son corps dans l'espace. Et ça s'apprend, ça se travaille avec des exos, avec la pratique, etc. Donc très difficile de bien faire un mouvement, de bien faire le soulevé de terre avec ce genre de conseils. C'est pas du tout adapté selon moi, surtout qu'il y a des choses que je ne sais même pas ce qu'il veut dire. Donc voilà, juste pour info, les conseils, par contre, pour moi, ça ne suffit pas. Mais ça, c'est pas le problème de ChatGPT, c'est le problème, voilà. C'est juste les conseils à l'écrit. Pour moi, il faut de la vidéo, il faut quelque chose de plus concret, très compréhensible et très visuel. Enfin voilà, encore une fois, ça va dépendre des gens et du niveau de chacun. Bref, bref, kettlebell swing. Bon, pareil, il donne un peu plus d'explications. Excellent exo pour développer l'explosivité des hanches et l'endurance. Si tu n'as jamais fait de kettlebell swing, commence par une légère kettlebell et assure-toi de bien comprendre la technique. Bon, voilà, dans ce qu'il dit, engage les hanches, etc. Pareil, c'est vrai ce qu'il dit. Maintenant, il faut réussir à le mettre en pratique. Ça va pas forcément être facile pour tout le monde. Puis après, pareil, il continue, développer militaire, cible les épaules et les triceps, commence avec des haltères légers. Bon, à chaque fois, il donne les explications ont du sens. Les conseils de il faut commencer léger, bah, ça c'est vrai, on le sait, on le dira jamais assez. Mais du coup, si on commence léger, il faut aussi adapter le nombre de reps. C'est ça qui ne précise pas forcément ici. Mais voilà, c'est ça qu'on va pouvoir faire quand on a un coach, etc. Ou un programme individualisé. C'est qu'on va avoir un nombre de reps qui va être ajusté par rapport à ça. Donc, si on baisse la charge, pour quand même avoir une séance qui est efficace, on va augmenter le nombre de reps, on va s'assurer que la technique est propre. Si on a un nombre de reps très faible et une charge très faible, on va pas avoir fait grand-chose dans sa séance. Donc c'est un peu dommage, mais c'est la réalité, pardon. Il faut quand même pas partir avec trop lourd. Il ne faut pas se focaliser sur un nombre de reps si on n'est pas capable d'assurer techniquement un beau mouvement. Il ne faut pas aller chercher trop lourd et du coup, il faut être capable de bouger, de changer son nombre de reps pour obtenir quand même une séance efficace. Donc il ne faut pas se fixer absolument comme ça des chiffres. Il faut être capable d'ajuster en fonction de son niveau. Ça va être difficile à faire tout seul. Mais bon, en tout cas, ça a le mérite. Pour moi, ce qui est dit, c'est vrai. Maintenant, bien sûr, ça va demander quand même ça va demander de la compétence pour interpréter tout ce qui est dit. Même quand je demande du détail ici, voilà, il faut être capable de faire de la nuance, de faire la part des choses dans ce qui est écrit
et de mettre ça en application. Et là, je pense que c'est difficile de savoir précisément mettre ça en application, surtout pour quelqu'un de débutant. Là, si je me mets à la place d'un débutant, ce qui n'est pas facile de savoir exactement parce que tout le monde n'a pas les mêmes problématiques, mais je pense on va avoir du mal à savoir exactement comment concrètement mettre ça dans une séance, même s'il y a tout qui est indiqué. Et enfin, je lui ai dit que j'avais des gènes au niveau des épaules, enfin que j'avais une épaule qui était douloureuse et que j'avais les coudes un peu sensibles en ce moment. Les coudes et les épaules, c'est des articulations qui sont quand même soumises à beaucoup de contraintes dans les sports de combat. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà rencontré plusieurs fois, que j'ai vécu même moi-même. Donc ça peut très bien arriver d'avoir des périodes où on a en effet des douleurs aux épaules, des douleurs aux coudes. Donc il faut savoir aussi adapter un programme, c'est ça qui fait un bon programme. Ça ne veut pas dire qu'il faut les enlever. Ça peut être, en général, ça va être contre-productif de complètement enlever ça, sauf si vraiment il y a une blessure trop importante, bien sûr. Tout va être question toujours du cas par cas. Mais il faut quand même maintenir un certain volume de renforcement, mais savoir adapter pour ne pas créer de douleur. Et ça va être quelque chose d'un peu plus technique. Euh, et ça demande quand même de la connaissance. Comment entraîner une zone en évitant la douleur et en trouvant des angles, des amplitudes, des charges, etc., des variantes d'exercice qui permettent de continuer à solliciter quand même l'articulation. Ici, pour les épaules, du coup, il m'a proposé des exercices pour les renforcer. Donc des élévations latérales avec haltères légers. Donc encore une fois, ça va dépendre de quel mouvement me fait mal. Mais le fait de prendre des haltères légers, en général, si la douleur elle est proportionnelle à la charge, eh ben, on peut faire très bien des séries 3 x 12 à 15 reps avec des haltères vraiment légers pour quand même les solliciter, à condition qu'il n'y ait pas de douleur. Il me propose cet exercice ciblé deltoïde, muscle des épaules, en l'effectuant avec des haltères légers. Tu renforces le muscle stabilisateur sans trop solliciter l'articulation. Ouais, on va dire que c'est plutôt vrai. Stabilisateur, bon, c'est un terme qui veut tout et rien dire, mais un muscle stabilisateur peut être aussi un muscle actionneur, je ne sais plus comment on dit, bref, un muscle qui réalise le mouvement, un muscle principal dans certains exos et être stabilisateur dans d'autres exos. Donc, bref, effectue le mouvement lentement en ne montant pas les bras plus haut que les épaules. Si tu ressens de la douleur, réduis la charge. Ok, pourquoi pas. Je ne l'ai pas précisé exactement ce que j'avais au niveau des épaules, donc voilà, pourquoi pas. External rotation ou avec, non, pardon, avec élastique ou câble. Donc rotation externe, donc très intéressant comme exercice. Ça c'est quelque chose que je mets aussi dans la plupart des programmes de prépa physique, notamment pour les sports de combat, mais même pas que d'ailleurs. Les rotations externes, donc en gros c'est quand on vient faire un mouvement comme ça avec l'épaule, on fait une rotation externe. Pas forcément au niveau à cette hauteur-là, ça peut être sur différents angles, mais ça renforce les muscles rotateurs externes de l'épaule, ce qui aide à stabiliser l'articulation de l'épaule et prévient les blessures. Donc ça, pour moi, ça c'est plutôt bien résumé. Garde un angle de 90 degrés avec le coude tout en effectuant le mouvement et commence avec un élastique léger. Donc en effet, élastique, je trouve ça très intéressant avec l'élastique, ce mouvement, parce que c'est facile à mettre en place. On peut le faire avant, après sa séance, on peut le faire hors de sa séance, etc. Donc très intéressant, facile à mettre en place et très utile en effet pour protéger l'épaule. Donc je trouve que c'est une très bonne proposition que j'utilise aussi moi-même régulièrement. Face pull avec câble ou élastique. Donc le face pull, c'est aussi une forme d'exercice qui va amener une rotation externe, à condition qu'on le fasse bien. Après, il peut y avoir un face pull en tirage à l'horizontale, donc là il ne va pas y avoir de rotation, donc ça ne va pas engager la coiffe des rotateurs autant, mais si on fait un face pull et qu'on le fait correctement, en plus on peut le faire avec une rotation, et donc on va aussi bénéficier d'un travail sur les rotateurs externes. En tout cas, très intéressant pour renforcer les deltoïdes postérieurs et les muscles autour des omoplates, ce qui améliore la stabilité de l'épaule. Donc on peut aussi le faire en effet pour l'arrière des épaules. Donc très intéressant aussi. Donc c'est le genre de choses aussi que je mettrais, renforcer l'arrière d'épaule, les rotateurs de l'épaule, presse militaire avec halter, donc du développé militaire, qui est déjà dans la plupart des séances qu'on a vues avant, enfin la plupart des programmes qu'on a vus précédemment. Donc en effet, ça va dépendre de notre douleur à l'épaule. Mais si on met un haltère suffisamment léger et que ça fait pas mal, eh ben on peut le faire. Voilà, encore une fois, là, ça va dépendre vraiment de la douleur. Donc ça va dépendre du problème. Et donc ça, évidemment, le ChatGPT ne peut pas le savoir si je ne lui précise pas. Mais ça a du sens en effet de renforcer l'épaule avec ce genre d'exo. Et les reverse fly,
Donc oiseau avec haltère, selon moi, là, je pense qu'ils veulent dire plutôt buste incliné. Donc ouais, parce que les fly, ça va plutôt être un oiseau vers l'avant, donc plutôt pour les pecs. Et donc ici, un reverse fly, plutôt un oiseau voilà, vers l'arrière, donc pour les deltoïdes postérieurs, donc plutôt l'arrière des épaules et les trapèzes. Il aide à améliorer la posture et renforcer la stabilisation de l'épaule. En effet, tout ce qui est autour de l'épaule, ce qu'on va renforcer, qui est tout autour de l'épaule, en général, ça va aider. Donc, pareil, un bon choix avec haltère aussi, très intéressant. Donc, en effet, ce qu'il propose pour renforcer les épaules, c'est très intéressant. C'est le genre d'exercice qui, pour moi, devrait être intégré euh, voilà, dans des séances de prépa physique. Les séances qui ont été proposées avant, elles ne mettaient pas énormément. Il y avait un petit peu de travail de prévention quand même, mais peut-être pas assez. Bon, encore une fois, voilà, c'est une proposition. Ça va dépendre énormément de ce dont l'athlète a besoin à l'instant T, sa phase dans le cycle, la prochaine échéance qu'il va avoir, dans combien de temps, etc. Donc, c'est difficile de juger sans prendre en compte les conditions qui ont été considérées. Mais bon, ce qu'il propose ici pour renforcer les épaules, je trouve ça bien. Exercice pour renforcer les coudes, extension des triceps à la poulie, bah, c'est du classique en fait, c'est aussi les exercices qui vont permettre de développer les triceps. Mais pour renforcer les coudes, c'est un exercice que moi j'ai utilisé aussi, que je mets souvent dans mes échauffements parce que j'ai déjà eu les coudes sensibles pendant un certain temps. Et voilà, donc en le mettant dans mon échauffement, ça me fait aussi un petit peu de la prévention. Et c'est un classique, facile à mettre en place si on a juste un élastique aussi, c'est possible. Et qui peut aider en effet, notamment pour les sports de combat, je pense que c'est intéressant d'avoir ça. Flexion des biceps, donc là c'est l'inverse, on va faire un curl, soit avec élastique, soit avec haltère. L'élastique, encore une fois, très facile à mettre en place, ça peut se faire un peu à n'importe quel moment. Avec haltère, un peu plus en mode muscu, peut-être si on veut mettre un peu plus de charge ou autre. Euh, donc pareil, ça va renforcer les biceps qui jouent un rôle dans la stabilisation du coude. Donc en effet, si on a mal au coude, ça peut venir de plusieurs endroits. Le coude, c'est une zone où il y a beaucoup de tendons et de tissus qui se croisent. Donc ça va dépendre où on a mal. Il y a pas mal de pathologies différentes, mais en général, renforcer tout ce qui est autour, c'est une bonne idée. Donc les biceps, les triceps, mais également aussi les avant-bras, les poignets, tout ça, ça va être aussi pertinent. Donc la flexion et extension au niveau des coudes, curl inversé, donc là ça va être avec, selon moi, ouais voilà c'est ça, c'est du curl, mais où on va avoir les mains en pronation, donc avec la paume de main vers le bas. Ça va travailler toujours les biceps, mais ça va aussi engager fortement les avant-bras. Ça, pareil, c'est le genre d'exo que je mets dans les séances, dans les programmes de prépa physique. C'est le genre d'exo que j'ai déjà programmé. Très intéressant, je trouve, parce qu'il va combiner le travail de renforcement des biceps et en plus, il va venir fortement solliciter les avant-bras et notamment la partie supérieure. Donc, on va dire les muscles qui ne sont pas forcément trop sollicités en musculation en général. Donc, très intéressant dans un point de vue préparation physique et aussi pour protéger, prévenir et diminuer les problématiques au niveau des coudes. Étirement du triceps et des fléchisseurs du coude. Donc là, il propose des étirements et ben, je trouve ça très intéressant. C'est pas on peut voir ça comme un exercice, mais c'est intéressant qu'il le propose aussi parce que c'est exactement le genre de choses que je fais aussi pour moi. Encore une fois, les étirements, il y a plein de débats là-dessus. Je vais pas aller dans ce détail-là. Je sais que moi, personnellement, les étirements des poignets, des fléchisseurs, les étirements, ouais, ici, moi je pense plutôt aux poignets, mais ici, il parle des étirements des triceps. Ça peut aussi faire du bien. En gros, étirer les tissus autour du coude, donc soit étirer le poignet et donc les avant-bras, soit plutôt étirer les biceps et les triceps. Ça peut aussi vraiment faire du bien et soulager. Donc, je trouve que c'est intéressant de l'avoir mis. Après, on peut aussi, là, il parle que les étirements du triceps, mais on peut aussi étirer les biceps du coup, les avant-bras, les poignets, etc. Ça va vraiment dépendre aussi, encore une fois, de votre problématique, de qu'est-ce qui vous crée des gênes ou des douleurs. Donc voilà, mais c'est intéressant d'avoir proposé un étirement, je trouve. Et puis, renforcement des muscles de l'avant-bras. Et ben voilà, c'est ce que j'expliquais plus tôt. Le problème peut aussi venir de l'avant-bras. Les tendinopathies au niveau du coude peuvent aussi venir de ça. Donc des rotations, donc du travail avec un haltère où on va faire des rotations comme ça en contrôle. J'en ai mis sur ma chaîne YouTube. Il y a pas mal d'exos hein, pour tout ce qu'on a vu là. Il y a beaucoup d'exercices qu'on a vu depuis le début de la vidéo que j'ai déjà fait en tuto.
Et si je ne les ai pas faits, ben, c'est le genre d'exercice que je ferai probablement à un moment. Mais en tout cas, renforcement des muscles de l'avant-bras, bah, pareil, une très bonne idée. Encore plus pour du MMA ou de la boxe. Très important d'avoir des poignets, des avant-bras solides, un grip fort aussi pour limiter les douleurs au coude, les douleurs au poignet, limiter les blessures aussi au poignet lorsqu'on frappe. Donc voilà. Donc pour conclure un peu sur tout ça. ChatGPT, bon, c'est un outil très puissant, il n'y a plus à débattre là-dessus. Un gros potentiel, je pense qu'il va encore beaucoup évoluer. Le but, c'était pas de rabaisser l'outil pour mettre en avant les coachs réels, entre guillemets, ou le coaching. C'était vraiment de te donner une image assez objective pour que tu saches bah, si c'est pertinent ou pas de l'utiliser, quels sont les risques ou les points qu'il faudrait prendre en compte. Et voilà, que tu aies un avis assez réaliste sur le sujet. Si jamais bah, tu n'as pas les moyens de prendre un coach, un programme, ou bien si tu as envie de tester, peu importe. Ce qu'il propose, c'est relativement pertinent quand même. Il y a pas mal de choses qui sont bien, des exercices simples et efficaces, avec des explications que je trouve cohérentes. Il y a eu quelques points sur lesquels j'étais pas d'accord, je ne vais pas revenir dessus, mais voilà, il y a quelques points euh, que je trouve un peu biaisés, trop simplifiés, ou voilà, ou que j'aurais pas fait comme ça personnellement, avec lesquels je suis pas trop fan. Mais dans l'ensemble, il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Je pense que après, ChatGPT se base sur les données qu'il a à disposition, même s'il a une grosse base de données, eh ben, il utilise a priori quand même ce qu'il y a sur Google, enfin ce qu'il peut trouver sur Internet. Et donc, eh ben, si les données ne sont pas fiables, ces réponses ne vont pas être fiables forcément non plus. Donc, j'imagine que ça va s'améliorer avec le temps, mais en attendant, il y a quand même quelques points sur lesquels il faut faire attention. Mais dans l'ensemble, il y a pas mal de choses intéressantes. Ce- j'ai l'impression que le point principal, c'est qu'en fait, il faut avoir un certain niveau de connaissance pour utiliser correctement l'outil. Et que si on n'utilise pas correctement l'outil, ou alors si on met quelque chose par exemple de très générique dans la demande, eh ben, on aura quelque chose de très générique en résultat. Et donc bah, au final, est-ce que ChatGPT fait mieux que Google, que les centaines ou les milliers de programmes qu'on peut trouver sur Google, qui vont aussi être simples et efficaces? Franchement, je ne sais pas dire. Au moins là, ça a le mérite de le faire de manière un petit peu individualisée, de nous donner un peu clé en main le programme et d'avoir quand même des fonctions intéressantes. Mais je ne sais pas s'il fait mieux que ce qu'on peut trouver sur Google. Sur Google, je pense qu'il va y avoir de tout, des très mauvais programmes, des très bons programmes. Mais en tout cas, voilà, ça va donner quelque chose qui déjà va être proportionnel au niveau de détail et à la demande qu'on va faire. Donc il faut déjà être capable de demander correctement le programme avec les bonnes informations et je pense qu'il faut mettre beaucoup de conditions et beaucoup de détails pour avoir un programme qui va commencer à être vraiment intéressant. Ensuite, bah, ce qui va peut-être être difficile à faire avec ChatGPT, c'est d'avoir quelque chose de vraiment individualisé par rapport à certaines choses comme notre affinité, nos restrictions, nos douleurs, etc. Donc il y a des choses qu'on va aimer, des choses qu'on ne va pas aimer. Il y a, il y a des exercices qui ne vont pas forcément être trop adaptés à nous parce qu'on n'a pas la mobilité, qu'on n'a pas encore la technique pour le faire, euh, qu'on a des prédispositions qui font que peut-être cet exercice-là va être plus à risque pour nous sur les blessures ou quoi que ce soit. En tout cas, ça va être plus difficile, j'imagine, de mettre en place ça et de prendre en compte ce genre de points dans son programme. Ou alors il faudra savoir peut-être le demander précisément. Mais ça, c'est le genre de choses. Encore une fois, il faut avoir une certaine affinité, une certaine connaissance pour être capable de faire ça. Et au final, on est, je pense, capable de le faire sans ChatGPT quand on a ce niveau de connaissance. Et enfin, bah, du coup, il va falloir aussi être capable d'interpréter ce que nous dit ChatGPT. Donc, quand il nous donne un exercice où il écrit juste gainage, bah, il faut savoir quelle variante de gainage on va prendre. Donc, je pense que le risque, c'est que ce qui sort de ChatGPT soit encore difficilement applicable directement à sa séance, qu'il faut refaire une phase où on va affiner un peu les exercices pour qu'on ait vraiment des séances qui soient applicables dans ces entraînements. Sinon, on a des choses qui sont un petit peu floues, avec des variantes d'exercices où on n'est pas sûr de laquelle on va devoir faire. Donc voilà, il faut être capable aussi d'interpréter ce que va nous sortir l'outil. Donc c'est encore un point plutôt négatif, une limitation plutôt supplémentaire là-dessus. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, si toi tu arrives à t'en servir d'une manière plus poussée. En tout cas, je trouve qu'il y a du potentiel, ça peut faire gagner du temps, mais je pense que pour la plupart des gens, c'est pas forcément l'outil le plus adapté.
Et quand on est capable d'utiliser vraiment l'outil, j'ai l'impression qu'on est en fait capable déjà de faire soi-même son programme et donc que c'est peut-être plus pertinent d'écrire directement son programme. N'hésite pas à me dire en commentaire si jamais la vidéo t'a été utile, si jamais ça t'a servi, si jamais tu trouves que le sujet est intéressant, ou bien si tu as des questions sur quelque chose que j'ai dit dans la vidéo, si tu as des questions sur l'entraînement, sur le coaching, sur comment créer son programme, ou si tu as des idées de vidéos qui pourraient t'intéresser dans le même genre. Voilà, en attendant, je vous dis bon entraînement et à la prochaine.